Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïla Gadamo avec le journal du vendredi 7 avril. Le gouvernement s'est fixé sur l'objectif de construire une armée centralisée, forte, capable de progresser la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. En conséquence, les forces spatiales de chaque région ont commencé à mener des activités pratiques qui leur permettront d'entrer dans diverses structures de sécurité. Les membres des forces spéciales de tous les États peuvent rejoindre la défense, la police fédérale ou la police d'État selon leurs choix et leurs besoins. Un consensus a été atteint avec les dirigeants et les membres des forces spéciales. Auparavant, ceci a été contemplé par les dirigeants et tous les régions et la décision a été acceptée sans aucune différence. Tout notre peuple a demandé que cette tâche soit accomplie. Suite à cela, des activités pratiques ont été lancées. La décision d'inclure des forces spéciales régionales dans diverses structures et des activités de sécurité est basée sur la recherche. Cette approche est très utile pour améliorer la formation, l'armement et les conditions de vie de notre armée en mobilisant notre potentiel économique. Tenant compte de cela, le processus est mené par la communication et la discussion de toutes les régions. Cependant, dans certaines unités, les forces spéciales de la région d'Amara, d'une part, si on a probablement compris le travail et la finalité de la réorganisation et d'autre part, ceux inclus parmi les promoteurs de l'agenda de destruction ont délibérément intercepté de fausses rumeurs et perturbé le processus. Parmi les faux agendas en cours de la création et d'emporter le peuple dans une déception d'informations que le programme de réorganisation n'est mis en œuvre que dans la région d'Amara. Il y a un autre que disent comment les forces spéciales de la région seront désarmées sans désarmer le TPLF. Ces programmes sont poussés par des forces qui veulent perturber le processus. Un programme d'intégration des membres des forces spéciales régionales dans d'autres structures de sécurité étant mis en œuvre dans tout le pays. Les travaux sont menés dans toutes les régions en même temps. Le gouvernement dirige le processus d'investigation prudemment et de manière planifiée. Lors du déploiement des autres structures de sécurité, la force de défense nationale a été déployée dans toutes les zones pour assurer la paix et la sécurité dans les régions. D'autre part, il convient de noter que le TPLF est en train d'être complètement désarmé conformément à l'accord de Pretoria. Le processus de son désarmement sera mené sans hésitation conformément à l'accord signé et ne sera coordonné ou contredit avec aucun autre plan national. L'objectif principal du processus n'est pas de désarmer une force particulière. La force spéciale et armée est mieux équipée pour rejoindre la police d'État, la police fédérale ou les forces de défense nationale selon leur choix. S'il y a un membre des forces spéciales qui ne veut pas être inclus dans le processus, le gouvernement fera le travail d'établissement nécessaire pour que ses droits soient protégés et qu'il entre dans la vie civile normale et annonce qu'il soutiendra sa place en œuvre. La tâche de réorganiser les forces spéciales régionales est une décision prise par le gouvernement pour les intérêts à long terme et le bien-être du pays. Il s'acquitte donc sur des responsabilités avec beaucoup de soin. Par conséquent, le gouvernement exhorte l'ensemble de la population ainsi que les dirigeants et les membres des forces spéciales régionales à travailler ensemble pour la réussite du programme en se tenant à l'écart des informations trompeuses diffusées par divers promoteurs de l'agenda de destruction. La délégation éthiopienne conduite par Adam Farah, le vice-président du Parti de la prospérité du pouvoir, a délibéré avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. La délégation est arrivée à Djibouti pour une visite officielle de travail. Les deux parties ont échangé des vues sur une variété de questions bilatérales et régionales critiques. La relation entre l'Éthiopie et Djibouti a été renforcée à un niveau plus élevé grâce aux échanges économiques et aux liens interpersonnels. La Commission nationale de la réhabilitation affirme que la démobilisation et la réintégration des ex-combattants sont essentielles pour assurer une paix et une stabilité durable en Éthiopie.
Le commissaire national et la réhabilitation Teshome Toga et de hauts responsables gouvernementaux ont tenu une réunion consultative avec les chefs administratifs de l'État de Bénichangul Gumuz sur les conditions préalables à la réhabilitation des ex-combattants. Certains groupes rebelles et armés ici et là ont mis en mal la paix et la stabilité de l'Éthiopie depuis les 3 dernières années. Le gouvernement intervient de nombreuses manières auprès des groupes désarmés qui choisissent la paix. Le Comité national de la réhabilitation a tenu une consultation avec l'État régional de Bénichangul Gumuz et d'anciens membres de groupes armés sur la condition préalable et la réhabilitation des combattants anciens. Le commissaire national à la réhabilitation, M. Teshome Toga, a déclaré que le programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants est essentiel pour assurer une paix et une stabilité durable en Éthiopie. Le chef de l'État de Bénichangul Gumuz, Achadli Hassan, s'est engagé à traduire le programme de démobilisation et de réintégration en action car il est essentiel pour assurer une paix durable dans la région. L'État régional de Bénichangul Gumuz a déployé des efforts en collaboration avec les organes de sécurité pour résoudre les irrégularités ainsi que pour assurer la paix et la stabilité de la région. Certains groupes armés qui opéraient dans la région et les pays voisins et se sont retournés dans la région pacifiquement. Ils ont exprimé leur volonté de travailler avec l'État régional sur la paix et le développement. Il convient de rappeler que le Comité national de réhabilitation a entrepris des discussions similaires à Mekelle, Bardar, Semera, ainsi qu'avec les partenaires au développement sur le processus de démobilisation et de réintégration des anciens combattants. Le ministère de la Santé a annoncé que 193 établissements de santé ont été recouverts dans l'État du Tigray depuis la signature de l'accord de paix en novembre de l'année dernière. Selon Samuel Yidneke, coordinateur pour la restauration du système de santé et des services de santé auprès du ministère de la Santé, 13 hôpitaux, 45 centres de santé et 135 postes de santé font partie des structures médicales qui ont repris leurs activités. Le coordinateur a souligné que des efforts ont fait pour rendre les services de santé accessibles en complétant l'agence d'approvisionnement en médicaments de la ville de Chere. Dans un développement connexe, le ministère de la Logistique et des Transports a déclaré qu'une discussion avait eu lieu sur les moyens de rétablir le service de transport routier dans l'État du Tigray. Les ministères d'État et de la Logistique et des Transports ont visité l'état général des infrastructures de transport et des institutions de transport dans la région. Les ministres d'État ont également eu des discussions fructueuses avec les responsables concernés de l'administration intérimaire du Tigray en vue de redémarrer le service de transport routier dans la région. Un accord a été conclu pour engager la mise en œuvre de la reprise du service du transport routier en élaborant les plans à court, moyen et long terme. L'État de Oromia a annoncé que 73 énormes barrages de stockage d'eau de pluie ont été construits et sont en voie d'achèvement pour desservir les zones touchées par la sécheresse. L'État a également annoncé que 14 des barrages de stockage d'eau de pluie en cours de reconstruction se trouvent dans la zone de Borana qui a été durement touchée par la sécheresse cette année. L'IGAD, l'Organisation internationale de développement de la région, a annoncé que la sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Est depuis 6 années consécutives a causé de graves dégâts, notamment en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Le directeur général du Programme alimentaire mondial en Éthiopie, Claude Jibidar, a déclaré que le géant mondial de l'alimentation finance actuellement une aide à la sécurité alimentaire sous la forme d'une aide alimentaire et une aide financière pour les personnes touchées par la sécheresse ainsi que des déplacés internes et les réfugiés en général. Alors que le nombre de personnes dans le besoin ne cesse de croître, le représentant du Programme alimentaire mondial a en outre exhorté les pays donateurs à augmenter leurs contributions humanitaires. Le représentant du Programme alimentaire mondial a déclaré
que le programme alimentaire mondial est prêt à continuer à fournir une aide humanitaire et à plus échelle aux personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison de la sécheresse, des conflits internes et d'autres problèmes connexes, y compris les réfugiés à travers l'Éthiopie. Le représentant du Programme alimentaire mondial a appelé les pays donateurs à doubler leur contribution humanitaire alors que la taille de la population dans le besoin ne cesse d'augmenter. En outre, il a exhorté que les pays africains à se concentrer sur la fourniture d'une aide humanitaire à court et à long terme aux nécessiteux de toutes les manières possibles tout en agissant à l'unisson. Il est bien connu que le Programme alimentaire mondial soutient l'objectif de développement de l'Éthiopie à travers une variété d'initiatives visant à renforcer la résilience des populations vulnérables et à sauver des vies, en plus du soutien du programme de filet de sécurité productif. Le 8e forum sur l'eau de l'hydrodiplomatie et la communication a débuté à Addis Abeba aujourd'hui le 7 avril 2023. Le forum est organisé sous le thème « Une diplomatie et une communication solide pour le développement durable des ressources en eau ». L'Université des sciences et des technologies d'Addis Abeba a accueilli le forum pour réunir des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, des universitaires et des professionnels des médias. Le tout premier bulletin du forum eau, hydrodiplomatie et communication sera également inauguré lors de l'événement selon le ministère de l'eau et de l'énergie. Le directeur de l'agriculture et du développement rural de la CUA, Godfrey Bagiwa, a appelé les investisseurs mondiaux à s'engager dans les opportunités commerciales d'une valeur de près de 1 000 milliards de dollars en Afrique dans le secteur agricole. Le directeur a déclaré qu'il y avait énormément d'argent à gagner du secteur agricole sur le continent. Il existe de nombreuses opportunités dans l'agriculture africaine, littéralement à chaque nœud de la chaîne de valeur, a-t-il ajouté. L'Afrique peut étendre et augmenter la production alimentaire, non seulement en augmentant à la fois la superficie des terres cultivées, mais aussi en augmentant la production par unité de terre, a noté le directeur. Il a en outre souligné que le défi pour toute l'Afrique est de mettre en place un système qui nourrira plus de 2 milliards de personnes d'ici 2025. Et pour conclure le journal, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, l'organisme régional de l'Afrique de l'Est, a déclaré que la réduction des émissions de carbone dans la Corne de l'Afrique sera essentielle pour lutter contre le changement climatique. Les conditions météorologiques extrêmes ont contribué à l'aggravation de la faim et de la crise de l'eau en Afrique, et les experts avertissent que les pays dans la région doivent agir rapidement. La lutte pour l'eau est une expérience familière dans plusieurs pays de la Corne de l'Afrique. Les experts craignent que les conditions météorologiques extrêmes ne menacent les moyens de subsistance des populations. Selon les Nations Unies, la situation est désastreuse en Somalie. Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays par la sécheresse et cela inquiète les dirigeants régionaux. Les effets du changement climatique forcent également les gens à migrer à la recherche de la nourriture et de l'eau. Selon les météorologues, la Corne de l'Afrique fait face à la 6e session des pluies ratées. Ils craignent que si rien n'est pas pour inverser les effets du changement climatique davantage, de personnes pourraient être déplacées. L'organisme régional IGAD fait maintenant pression pour de nouvelles solutions. Et comme moyen d'intensifier les mesures de réduction des risques, les militants du changement climatique exhortent les pays africains à minimiser leur dépendance aux combustibles fossiles et à se concentrer davantage sur les ressources d'énergie renouvelables. L'espoir est ce qui, ces interventions et bien d'autres pourraient faire de la Corne de l'Afrique un meilleur endroit où on trouve suffisamment de nourriture pour tout le monde. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.